Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 22 mars et nous sommes en direct, et vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Vous avez pu le suivre toute la journée sur l'antenne de Média TV, les événements de Bruxelles, le terrorisme a encore frappé après la Turquie, la Côte d'Ivoire ou encore le Mali. Nous aurons l'occasion, dans 60 minutes pour comprendre, d'y revenir dans les jours qui viennent. Mais ce soir, c'est de hooliganisme dont il s'agit, une actualité également lourde, nationale. Belaïd Bouhemid est avec moi aujourd'hui, journaliste sportif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdelrahim Gharib, vous êtes enseignant-chercheur à la ENCG de Casablanca. Vous êtes également expert en gouvernance sportive. Et enfin, monsieur Mohsen Benzakour, vous êtes psychosociologue, enseignant universitaire en psychologie sociale. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. 3 morts, 54 blessés, 53 personnes déférées devant le parquet, 58 personnes en détention préventive. C'est le bilan du match de championnat de samedi dernier entre le Raja de Casablanca et le Shabab Rif Al-Hoceima. Le Raja a gagné, mais sa joie s'est vite éteinte lorsque 2 de ses principaux groupes ultras se sont provoqués et affrontés. Ce n'est hélas pas le premier incident du genre. En 20 mois, on a recensé en effet une trentaine de débordements liés au hooliganisme. Comment en arrive-t-on là? C'est la question qui nous taraude tous, que ce soit les riverains du stade, les Casablancais ou tous les Marocains. Pourquoi autant de violence dans nos stades? Quelles sont les vraies racines du problème et quelles mesures concrètes peuvent être prises pour canaliser ce malaise? Hooliganisme, quand le football tue, c'est le titre de l'émission de ce soir. Un triste événement dans l'histoire du football marocain. Dans la soirée du samedi 19 mars 2016, 3 personnes ont trouvé la mort et 53 autres ont été blessées dans les affrontements qui ont éclaté dans les gradins du complexe sportif Mohamed V. Des échauffourées ont opposé 2 groupes de supporters du Raja de Casablanca. C'était à l'issue du match qui a opposé leur équipe au Shabab Rif Al-Hoceimi. À cause de virages fermés pour travaux, les ultras du Raja se sont rabattus dans les tribunes latérales. Les Eagles et les Green Boys, 2 principaux groupes du club, se sont livrés à une bataille acharnée. À l'extérieur du complexe Mohamed V, 11 voitures ont été dégradées par des jets de pierre. Avant le début du match, 10 personnes ont été arrêtées et 31 autres après la rencontre pour leur implication dans des actes de vandalisme. Les supporters accusés ont été déférés hier devant le procureur du roi près du tribunal de première instance. Aujourd'hui, un 3e groupe de supporters sera traduit devant le parquet général près de la cour d'appel de Casablanca. Le groupe est impliqué dans des actes considérés comme des crimes et non des délits. Dans un communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait part hier de sa condamnation vigoureuse de ces actes de violence. Bien, nous avions eu l'occasion, déjà ce n'est pas la première fois que nous traitons le sujet, en décembre dernier lors du derby Raja-Wydad, avec des policiers blessés, des actes de vandalisme, des personnes arrêtées. Et là, voici que ça recommence, des mesures avaient été annoncées, ça nous permet aujourd'hui de comprendre finalement ce qui a été mis en place ou pas et de ce qu'il va falloir faire. On a tous vu ces images qui sont extrêmement choquantes, extrêmement violentes et avec des décès de jeunes, et c'est ça qui choque. On voit beaucoup de réactions sur la page Facebook avec beaucoup de gens qui demandent la fermeture du stade. On va y arriver. On va essayer de comprendre déjà d'un point de vue mécanique, encore une fois, quand on voit ces images-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on peut essayer de comprendre au niveau du stade, déjà d'un point de vue tout à fait factuel, comment ça peut encore arriver au sein du stade. Belaïd. Moi, je crois que je suis en colère. Et je crois que c'est l'avis de mes camarades, pour une raison très simple. C'est que nous sommes encore dans ce qu'on appelle la consommation de gros. On met des mots, on les colle à n'importe quel phénomène de la même manière, ça soit en politique, en culture, en sport, quand on s'intéresse au sport. Et c'est l'une des raisons qui fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi à propos d'un phénomène. Mais après, on se rend compte que rien n'est résolu et que ça continue. Pourquoi ? Nous sommes malheureusement dans une société sous-analysée et on ne veut pas faire l'effort d'ouvrir, n'est-ce pas, le champ footballistique à travers les stades, à travers la rue aussi qui est liée au stade, aux sciences humaines.
faudrait qu'aujourd'hui, on se préoccupe de sociologie, que les gens fassent des enquêtes, qu'on aide les universités à s'impliquer dans ce phénomène, qu'on donne des statistiques, qu'on sache ce qu'est un gamin à 14 ans qui va dans un stade, pourquoi, le moyen culturel, éducationnel, etc. Toutes des questions qui sont très importantes, qui font qu'aujourd'hui, on parle encore de hooliganisme. Je suis désolé, hooliganisme, c'est pas le Maroc. Hooligan, c'est un nom, tu vois, et ça a été collé à un événement historique en Angleterre. Et par la suite, hooligan, c'était la barbarie, l'horreur, et bon, c'est dans la tradition anglaise. Bon, maintenant, à quoi assimiler la violence des stades chez nous, au Maroc? De quelle manière, pourquoi, et quel mécanisme, tu l'as dit dès le départ? Et il faudrait creuser, parce que ces événements... Alors on va creuser, parce que c'est pour ça que vous êtes là, hein, aussi, voilà, psychosociologue, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, et c'est pour ça que cet avis, il est extrêmement important pour qu'on puisse sortir, justement, de ce terme hooligan et d'aller voir un peu plus large au niveau de la société. Je voulais juste avoir votre expertise. Regardez cette image, parce que là, on parle d'infrastructure. On est au sein d'un stade où on a quand même des pavés qui sont posés comme ça, on sait ce que ça peut représenter, on sait ce qu'on peut en faire avec ça. Est-ce que lorsqu'on rentre dans le stade, il y a aujourd'hui quand même des techniques qui, au-delà du phénomène humain, on peut essayer de limiter au maximum la casse? Ça joue le fait de la manière avec laquelle on met en place les supporters. On sait que quand il y avait des virages qui étaient fermés, ça agit aussi sur la rencontre entre différents clans ultra au sein. En plus là, c'est au sein du même club, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors les faits, ils sont très simples. C'est que ce qui s'est passé, c'est après le match, la fin du match, et tout ultra voudrait s'exprimer à sa manière à lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie d'ultra, enfin un groupe des ultras, qui a pu pouvoir faire la fête avec les joueurs. L'autre, ils étaient privés. Oui. À cause de deux choses. Le sous-entendu, on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas de preuves. Le second, c'est là, l'état des lieux, parce que le virage, il était fermé. Mais il y a pire que ça. Pourquoi on a permis à un groupe et pas à l'autre? Ce qui a suscité un peu, dans les faits, ce que j'aurai le temps d'expliquer tout à l'heure, c'est la violence spontanée. Et parce qu'il y a deux sortes de violence, la violence spontanée et la violence préméditée. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le samedi, c'était de la violence spontanée, mais qui était déjà bien installée, parce qu'il y avait déjà ce qu'on appelle une violence préméditée. Alors, les faits, c'était ça. Ce qui s'est passé encore plus, c'est que, qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que c'est vraiment choquant que de voir quelqu'un qui supporte la même équipe en train de s'entretuer. C'est ça qui est dur à comprendre. Donc il n'y a pas que le fait du terrain, il n'y a pas que un groupe a eu le choix comment on appelle ça, le privilège de s'exprimer, mais il y a aussi l'effet des drogues, il ne faut pas le nier aussi. Donc il y a les psychotropes, il y a la drogue, il y a tout un cumul de choses qui ont été derrière les faits. Alors justement, Cyril, c'est vrai que lorsque vous avez fait des études, vous êtes un des rares chercheurs qui a s'être penché sur la question. Vous avez mené des enquêtes, et c'est vrai qu'on revient à la question des substances, tout simplement, que ce soit l'alcool, que ce soit le hashish ou que ce soit même des drogues dures. Et là, vous avez fait quand même un constat qui est quand même assez impressionnant. Je saisis quand même l'occasion pour présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Je n'ai pas eu la possibilité auparavant de le faire. Au même titre que tous les Marocains, je suis scandalisé par ces images qui ont fait le tour du monde et qui n'ont laissé personne indifférent. Des images qui ont secoué les Marocains parmi nous, qui sont dotés de la plus grande solidité. Effectivement, le chercheur, il a du mal à comprendre. Parce que pendant une journée qui était censée se consacrer en fait à la fête pour... le Raja qui devait fêter son 67e anniversaire, une équipe qui se cherchait il y a à peine 6 ou 7 semaines après une belle victoire. Oui, mais après une belle victoire, aujourd'hui, le Raja il rivalise justement au même titre que les autres clubs pour remporter le championnat. Donc l'ensemble des ingrédients étaient réunis pour faire la fête. Ça se passe bien. Malheureusement, quand on est passé à la fête, effectivement, comme ça vient d'être exprimé par ces Benzako, alors spontanément, on a choisi de faire la fête avec les uns et peut-être non pas avec les autres, mais c'était pas prémédité, certainement de la part des membres du bureau du Raja ou des joueurs. Oui, mais ça se réfléchit, ça quand même. On parle de compréhension, on connaît ses supporters, on connaît la réaction. Peut-être qu'ils se sont laissés emporter par la victoire, mais ça s'anticipe, ça s'organise, je sais pas, je pose la question. Je suis tout à fait d'accord. Alors, les autres, ils ont été outrés, puisque quand nous parlons d'appartenance à un groupe ultra, il s'agit d'une véritable religion.
Il s'agit d'une véritable religion qui passe avant la famille, qui passe avant la patrie. Et par rapport à une recherche, excellente recherche qui a été réalisée par mademoiselle Meyem Hesso pour obtenir un master ou le master en sciences politiques, ben voilà, les jeunes auprès desquels il a enquêté, ben, qu'ils expriment ouvertement qu'ils sont prêts à perdre leur vie pour ces ultras. Maintenant, il faut quand même souligner que un moment où les politiques ont tourné les dos aux jeunes, au moment où les politiques publiques ont tourné le dos aux jeunes, les groupes ultras, ils ont ouvert leurs bras et les jeunes, dépourvus de visibilité, d'horizon, se sont jetés entre les bras de ces ultras. Pour maintenant revenir aux chiffres, on ne va pas non plus tout mettre sur le dos des ultras, parce que on se souvient à un moment donné... On sait ce que ça représente, juste concrètement. Est-ce qu'on étudie le phénomène? On sait exactement? On les a recensés? Ou alors c'est un phénomène qu'on subit tout simplement? Je pose la question. Hein. C'est peut-être naïf. Scientifiquement, on ne peut pas les recenser parce qu'ils ne sont pas reconnus légalement et on ne sait pas qui c'est qui appartiennent à quoi. Si, journalistiquement, on peut le faire. Le mouvement hooligan, comme tu l'appelais au départ, on va l'accepter, tu vois, pour faciliter la tâche au niveau d'explication. Non, mais si vous voulez qu'on l'appelle autrement, il n'y a pas de problème. Les ultras qui sont nés au début de l'année 2000. Mais toi, 2004, moi, je crois qu'il faudrait quand même rechercher des responsables. Je ne dis pas des coupables, moi je ne suis pas magistrat, mais quand même, des gens qui sont chargés de l'organisation dans un stade, je suis désolé. On ne met pas deux franges opposées et on connaît les susceptibilités au niveau de chacun. Tu vois que je donne l'exemple d'une frange, justement, qui est soutenue par le comité officiellement, alors que l'autre ne l'est pas. L'autre est dans l'opposition. Et quand on est dans cette configuration déjà, il y a divergence, hein, il y a litige, il y a problème. Donc on a une configuration politique au sein, du club entre les différentes franges ultras. C'est plus que politique. Et quand tu me dis les ultras, ce sont eux aujourd'hui qui manifestent dans les stades parce qu'ils s'approprient le stade. Hein, c'est eux les gouvernants du stade. Il y a une gouvernance politique à propos de football. C'est eux qui défendent les présidents. C'est eux qui défendent les entraîneurs. C'est eux qui défendent certains joueurs. Et donc, ils ont un pouvoir monstre. Hein, et ils font peur. Et les présidents et dirigeants de clubs sont obligés de négocier. Rappelle-toi d'Erhal. Erhal, c'était sur tous les murs de Casablanca, du Maroc. Et bon, voilà, donc, on se rend compte que ce sont des gens qui sont de véritables décideurs dans les stades. Pourquoi? Eh bien, parce que les stades sont sous-gérés. Et comme vous me dites, le complexe Mohamed V, moi, je vous dis, mais il est d'un archaïsme monstre. C'est un lieu qu'on ne peut pas gérer, il est ingérable. Ceux qui vous diront qu'ils vont mettre des sièges, des tourniquets, des se-trompes. C'est un lieu, fausse à Lyon. C'est une architecture qui remonte à l'avant fascisme. Hein. Et les mêmes, quelque part, on la retrouve dans l'Antiquité traditionnelle. Et c'est dramatique. La fosse aux lions, c'est les arènes. Et avec un lieu comme ça, tu vas être dans la joie, dans le bonheur, dans la vie. Et puis quand on dit ultra, on dit forcément supporterisme. Ça n'a rien à voir avec le spectacle footballistique. C'est des choses qu'il faudrait réfléchir avec les architectes, avec les urbanistes, avec les sociologues, avec les associations, société civile, qui tournent le dos malheureusement au stade. Mais alors, avant d'arriver, on voit bien que c'est très transversal comme problème, on peut en discuter pendant des heures. C'est complexe. C'est complexe, mais ça, on le sait, mais il y a quand même aujourd'hui, c'est soit qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on va rien faire, on arrange tout d'un coup, on attend qu'on arrange tout d'un coup, ou alors il y a quand même des mesures ou des benchmarks à faire à l'international qui peuvent fonctionner dans une certaine mesure. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire ou pas? Bien sûr. Justement, la question qui se pose, pourquoi dans d'autres terrains on organise de la sortie du supporter de Saint-Méjean jusqu'à la fin du match et la sortie du terrain, en un temps record, avec ce qu'on appelle toute une organisation où il n'y a pas de confrontement entre les adversaires. Donc tout est étudié, tout est calculé à la minute près. Oui. Donc pourquoi ça ne se passe pas comme ça chez nous? C'est là où réside tout le problème. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que est-ce que dans la gestion du terrain, est-ce qu'on recourra, comme on a recouru dans d'autres lieux, à la sous-traitance? Est-ce qu'on va faire appel et recours aller aux étrangers encore? Ça serait une solution parmi d'autres, puisqu'on n'a pas pu, jusqu'à présent, remédier au problème de la gestion de l'entrée et la sortie du terrain. Est-ce que c'est une défaillance d'ingénierie?
Est-ce que, quelque part, il y a le souci... C'est une science, hein. Il y a la maîtrise des Oui, flux, la science, mais c'est pas ouais. ça le souci, moi je suis en train d'ironiser. C'est que, est-ce qu'on voudrait faire ça? Est-ce que les présidents de clubs s'intéressent uniquement à l'argent, ou est-ce qu'ils s'intéressent aux supporters en tant que citoyens auxquels on fait attention à sa sécurité avant tout? Et est-ce qu'on a ce souci vraiment chez nous? Parce que la question va au-delà des compétences. C'est aussi, je ne suis pas en train je sais pas, de juger les intentions des gens, mais les faits sont là. Est-ce que, pour autant, l'organisation d'un match commence uniquement dans les 90 minutes et se termine par le sifflet de l'arbitre? Non, je suis désolé. Il y a tout un travail à faire. Est-ce qu'ils prennent ça en charge? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils veulent le faire? Qui C'est vrai, prendre en charge? Tout le monde, tous les intervenants, y compris les présidents. Ouais. Moi, j'estime que toute démarche de lutte contre la violence et le vandalisme dans le stade, ce ne sont pas mes camarades qui vont dire le contraire, doit commencer par un bon diagnostic du phénomène. C'est ce que je me suis proposé modestement de faire, mais moi qui suis économiste, j'ai toujours demandé à d'autres collègues de l'enseignement, de la recherche, qu'ils associent leurs efforts au lien système. Voilà, parce que moi, on a besoin du sociologue, du psychologue, du juriste, etc. Vraiment pour que le diagnostic soit très pointu. Permettez-moi comme de rappeler ne serait-ce que quelques chiffres, parce que dans le cadre de mes travaux, je me suis proposé quand même de dessiner le profil du fauteur de troubles. Oui. Et à partir de là, on peut facilement peut-être mettre la main sur les bonnes solutions, puisque même les solutions, bon, il y a les solutions techniques, oui. Voilà, court-termistes, etc. Mais l'essentiel, c'est des solutions en fait envisageables à moyen et à long terme. Alors le fauteur de troubles, ce qui ressort quand même d'une enquête qui a porté sur un échantillonnage assez important, 1703 jeunes qui fréquentent les stades au Maroc. C'est un échantillonnage quand même qui représente 20 villes au Maroc. 1700, c'est représentatif. 1703 oui. qui représente une douzaine de villes au Maroc. Alors le fauteur de troubles, c'est un jeune âgé en moyenne de 20 ans. Alors c'est soit un chômeur, soit un collégien ou lycéen violent. Il n'est pas brillant dans ses études, ses moyens financiers sont quand même médiocres. Il va au stade non pas pour consommer le spectacle, mais pour le produire. C'est aussi, je dirais, un jeune avec une probabilité de 4 sur 10, 2 jeunes sur 5 sont consommateurs de psychotropes. Alors, je dirais également que, oui, un jeune sur 3, il a des antécédents judiciaire, je dirais que 8 sur 10, soit, oui, 4 sur 5, ils ont déjà réussi à pénétrer le terrain sans payer de ticket. Bref, à partir de ces quelques chiffres... C'est pas le reflet de la société, on n'a pas 30% des Marocains qui ont un antécédent judiciaire. C'est pas le reflet de la société. Je veux parler du président judiciaire. Vous avez réagi sur ce point-là. Non, mais je précise. Alors, à partir de ces quelques chiffres, et là, la présentation est loin d'être exhaustive, bon, ce sont des chiffres quand même exploitables. Quand je dis que 8 sur 10, ils ont déjà réussi à entrer au terrain sans ticket, cela pose tout le problème de l'arsenal, je dirais, ou le dispositif de contrôle, etc. Alors, on s'arrête là, parce que j'essaie de vous faire parler des points de vue techniques avant qu'on parle sur les problèmes sociaux, les problèmes sociétaux qui sont essentiels. Une petite remarque sur le stade. Le stade est un organe vivant. Et on en a parlé depuis 20 ans, non? Depuis 20 ans, on est en train de le dire avec des urbanistes, des sociologues. Là, on croit que le stade, c'est fait pour un match de football et toute la semaine, c'est un cimetière. C'est extraordinaire. Il n'y a que chez nous, on a ça. Deuxièmement, quand le spectateur, je parle de spectateur, supporter, on est dans le supporter beaucoup plus de la configuration des spectateurs. Parce que le spectateur, c'est des conditions, c'est un ticket, c'est une place, c'est un spectacle. Là, on n'est pas... Mais qu'est-ce qui fait que cette horreur, le stade, chez nous, même ceux qui viennent d'être construits, on les présente comme étant des stades d'avant-garde, c'est faux. C'est pas des organes, un stade organe vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire un stade reflet de la société. On peut y mettre les mêmes, salle des fêtes, l'animation parallèle, les jeunes qui y vont. Nous sommes en crise d'espace, dans un pays, crise d'espace pour l'animation pour les jeunes, et on ferme un stade. Mais c'est extraordinaire. 2 jours, la gestion d'un stade. Excusez-moi, je voudrais bien connaître le rôle des architectes, constructeurs des stades, j'en connais, qui n'ont jamais été sollicités. Des amoureux de foot,
Et ceux, généralement, qui s'occupent de construction, de gestion des stades, ce sont des technocrates qui sont sous les ordres. Il faudrait que le cadre leur dise, vous faites ci, vous faites ça, à vos ordres, parce qu'il est sous les ordres. Il n'y a pas encore cette gestion de proximité vivante, parce qu'il ne faut pas qu'on donne, nous, l'impression d'être des intellos, là, en train de parler d'en haut, tu vois, pour avancer. Non, c'est pas ça, nous sommes des gens de la proximité, on est dedans, on sait ce que c'est. Je peux te donner des noms, je peux te parler des ultras, je peux te parler de leur fonctionnement, de leurs intérêts, de beaucoup de choses, hein, de ceux qui vont le hajj, tu vois, aux frais du président, de ceux qui sont écartés. C'est des problèmes qu'on vit dans le foot. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait se poser la question suivante, quel stade pour quelle société? Quel stade pour quelle société? Alors donc dire l'entrée et la sortie, je me dis que c'est plus compliqué, c'est plus complexe encore un stade. Pourquoi? Parce qu'on considère encore le stade aujourd'hui, avec la révolution technologique, hein, qui vont faire demain un stade New Look, hein, qui s'implique dans une nouvelle idéologie technologique. Eh ben, dites-moi si nous on a les moyens de le faire. Parce qu'on met des murs et on croit que c'est réglé. Mais c'est pas les murs qui comptent le plus. C'est le spectacle footballistique, et deux, la manière dont on... Et puis finalement, le problème le plus grave, à mon avis, en tous les cas, j'en assume la responsabilité, c'est que le football est une chose politique. Oui. C'est le seul loisir du peuple, des jeunes, de la masse. On le voit bien avec la FIFA, c'est pas que le Maroc. Donc c'est quoi? Non, mais c'est ça, mais chez toi, dis-moi, tu as des théâtres, tu as des lieux de spectacle, hein, où les gens vont se cultiver d'abord, parce que le football, c'est une culture aussi. Quand on est limité au niveau de sa culture, de sa vision artistique des choses, ben on peut pas apprécier à sa juste valeur une passe venant d'un grand joueur, par exemple, d'une star. On est là davantage pour se défouler, et ça devient très complexe. Non, c'est le seul spectacle du peuple, et ce seul spectacle du peuple est utilisé à d'autres fins. Tu parlais tout à l'heure défoulement, tu parlais de beaucoup de choses qui relèvent de psychologie. Justement, juste pour qu'on finisse sur l'infrastructure, on a bien compris les problèmes au niveau des stades. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on peut faire des aménagements? Peut-être que c'est encore un pansement sur une jambe de bois, vous allez me dire ça, mais au moins des mesures qui permettent de prendre en considération, justement... Non, mais je pose la question. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà les solutions? Ensuite, après, avec qui? Ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'on a les solutions? La sociologie dans l'architecture, elle est importante. Hein, si on revient à Durkheim et à d'autres sociologues de ce type qui essayaient d'évaluer les espaces, les flux, de savoir où mettre. On connaît ces gens-là. Est-ce qu'on saurait, aujourd'hui, avec des sociologues, dire... que ça soit le stade Mohamed V ou d'autres stades, essayer d'imaginer des travaux qui permettraient de limiter, non seulement au sein du stade, aux accès. Alors on parle de tourniquets, on parle etc. Est-ce qu'on a la possibilité de faire ça ou c'est mort? Je vous pose la question. La possibilité, si jamais on a l'intelligence de déplacer le stade de Casablanca. Parce que pour moi, le stade, il n'est pas que pour le sport, il y a aussi les riverains à qui il faut penser. Est-ce que, justement... C'est une pétition. Hein. Oui. Mais alors là, si je vous lis toutes les réactions sur Facebook, c'est essentiellement ça. Il n'y a pas que ça. Le déplacement des supporters de leur maison jusqu'au stade, sachant qu'il y a des artères vraiment incroyables à passer, ça aussi, ça enflamme la violence. Exactement, ça enflamme la violence, parce que quand on parle tout à l'heure, j'ai parlé de la violence spontanée, il y a des facteurs qui sont derrière. Pour arriver à un stade, dans une situation où vous êtes vraiment dans l'inconfort total, que vous êtes déjà passé par le triporteur, que vous êtes déjà passé par n'importe quel moyen de transport, que vous avez donné du bakshish et vous avez acheté en noir. Donc tout ça, c'est des stimulants très forts qui suscitent la violence spontanée dont j'ai parlé tout à l'heure. En plus de ça, la structure elle-même, elle n'est pas valable, comme a bien précisé Siblaïd. Alors, pour dire non, ce terrain, il faut vraiment le déplacer, tout court. Il faut le fermer ou l'ouvrir à d'autres activités, je ne sais pas. Ou l'exploiter d'autres choses. Comme les sports, l'athlétisme, le handball, etc. Question sur les supporters. C'est vrai qu'avec les images qu'on voit, tout ce qu'on entend, si on revient, là j'ai deux pages juste de retour en arrière sur l'historique de tous les événements qui ont eu lieu avec tous les problèmes. Je vais pas y revenir dessus, mais ça montre à quel point on peut, quelle perception on peut avoir. Il y a quand même des supporters qui sont des supporters. On les oublie, ces supporters-là, qui sont des supporters tout à fait calmes, qui viennent pour essayer de voir leur match.
quel rôle ils ont? Est-ce qu'ils sont prépondérants? Parce que quand on voit ces images, on a l'impression que c'est tous des ultras et que c'est irrécupérable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Psychologie de la foule. Oui, mais alors, psychologie de la foule, je pose la question. Est-ce qu'on peut pas prendre la foule qui est la plus calme pour essayer d'amener les ultras? C'est peut-être naïf comme question. Mais les bons supporters, ils existent, mais ils se sont mis depuis un certain nombre d'années à bouder le terrain les uns après les autres. Donc ils y vont plus. Enfin, leur proportion, oui. alors elle régresse effectivement, elle diminue avec le temps. Ah ben, j'estime que dans ces moments difficiles, ils ont quand même un rôle à jouer, c'est de reconquérir le stade. Et malheureusement, quand on fait la comparaison entre les matchs habituels de la Botola Pro et par exemple, pour ne faire que la comparaison avec les matchs de la Coupe du Monde des clubs, alors là, on a eu affaire à une population qui n'a rien à voir avec ceux qui fréquentent les... C'est pas le même accès, c'est pas le même prix des billets. C'est pas la même organisation. Et pourtant... C'est la FIFA. Ouais. La FIFA, c'était directement la FIFA. Donc les ultras, les billets des ultras... Ne pensez-vous pas que nous avons là les prémices de la solution, justement? Ça, c'est la violence. Là, on n'a pas benchmarké un modèle étranger, c'est maroco-marocain. Peut-être avec la présence d'une organisation étrangère qui vaut ce qu'il vaut, etc., il faut en tirer un certain nombre d'enseignements. Moi, ce qui me scandalise, c'est l'économie informelle qui se développe autour du spectacle. Il y a une véritable économie informelle qui a permis à certaines personnes de faire fortune. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui manifestent une certaine résistance pour que les choses ne s'améliorent pas. Ou alors, pourquoi aujourd'hui, le fait d'acheter un ticket pour profiter du spectacle ne garantit pas une place? Ça, c'est le minimum, puisqu'il s'agit d'un contrat qui implique des droits et des obligations. Donc, au Maroc, on n'a même pas aujourd'hui la possibilité de garantir aux supporters une place. Des droits, non celui de l'assurance. Oui. Ça c'est un grand problème. Ça c'est un... Faut pas se taire sur ça. Désolé. Est-ce que ces gamins qui sont morts sont assurés? Pas du tout. Et qui est un responsable de l'assurance? Ça, c'est un problème qu'il faudrait poser. Si on veut vraiment être dans un état de droit, il faut que tout le monde s'occupe d'organisation. C'est des experts. Eh ben, on va voir. On va voir si vraiment... Parce que quand même, il y a eu un cortège de morts. Puis une dizaine d'années, des gens meurent. Hein. C'est des êtres humains. Et la moindre des choses qu'aujourd'hui, qu'on dise, on est dans un état de droit. On veut organiser un spectacle sportif, qu'on le fasse dans les normes, dans les règles de l'art, et on est responsable. Non, il suffit que... les ultras, ils te mettent à la tête d'un club, assume-toi. Assume-toi par rapport à tes ultras. Et sinon, on va continuer à dire, nous, on est venus en tant qu'intello, on a parlé, mais ils sont... Non, on n'est pas out. Au contraire, ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui, c'est qu'on s'implique. Regardez ce qu'on est en train de faire. Vous avez une commission de prospective, messieurs, prospective. On parle de prospective sur une vision décennale, n'est-ce pas? De 2016-2026. Le jour où on le fait, le lendemain, on a ça. On a ça. Alors, ce qui devrait nous préoccuper, d'abord et surtout, c'est le factuel, c'est l'actuel, c'est l'ici, c'est le maintenant. Et après, on parle 10 ans, 20 ans, 100 ans, si on veut. En tous les cas, on n'a pas le droit de léguer un stade sur 10 ans, tu vois, pour laisser une autre histoire. Ce complexe-là, quand on l'a construit, on a pensé qu'il va vivre plus de 100 ans. C'est-à-dire qu'on va le léguer à 3 générations. Un peu de respect quand même. Il faut, comme dirait Hassan Fatih, l'Égyptien, construire avec le peuple et pour le peuple. Sinon, tu construis un monstre comme ça et tu laisses choir dans le temps. Et les gens en souffrent. Et la mort, elle est quelque part causée par le stade. On le veut ou non. Il y a des implications psychologiques, vous l'avez dit, vous avez raison. Donc, mais est-ce qu'on peut contrôler... J'ai des réactions sur Facebook, beaucoup de réactions, et j'ai eu l'occasion de recevoir Sir Omari, le maire de Casablanca, à la radio. Beaucoup de gens ont posé la question sur la fermeture du complexe Mohamed V et son déplacement son déplacement à l'extérieur. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Hein, je vous rassure tout de suite, c'est confirmé. On devait le faire à Bouskoura, on devait par la suite le faire à Sidi. Beaucoup de gens demandent ça, mais ça
opposent aussi, on le voit bien, beaucoup de gens qui disent ça ne fait que déplacer le problème. Oui, Non mais alors, oui, alors vous nous dites, il il faut déplacer, mais en même temps ça va déplacer le problème. Alors là, on va parler de deux choses à la fois. Alors les deux choses à la fois, vous savez, on va les garder parce qu'on doit faire une pause, on revient dessus juste après. 60 minutes pour comprendre, on parle de... Alors, bon, Belaïd ne veut pas que je parle de hooliganisme, vous allez nous expliquer pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Non, on va y arriver. Alors, je reviens juste sur Sibn Zakor. Oui, Sidi. Alors, je voulais juste dire qu'on parlait de deux choses à la fois. Si on déplace le terrain ou on change son activité, déjà, on est en train de régler un problème qui est celui de la violence spontanée. Derrière, ça veut dire quoi? Tout simplement, on ne permet plus la violence qui est due au fait que les gens sont mal reçus ou le terrain il est invalable. Outre que ça, l'autre problème, c'est la réponse à votre deuxième question. Si on déplace le terrain, est-ce que pour autant on va abdiquer la violence? Non. C'est là où on va parler de la violence préméditée. C'est cet enfant dont on parle aujourd'hui qui est devenu ultra. C'est qui? Le profil dont on a parlé tout à l'heure. Oui, alors là on a un profil type. Qui est alors dressé. ça, c'est la violence prémédité. C'est dû au système scolaire, c'est dû à l'éducation, c'est dû à la pauvreté, c'est dû aux psychotropes, c'est dû à la corruption. Et malgré tout ça, et on est en train de parler comment abdiquer la violence. La violence, c'est justement quand on le voit dans les terrains, c'est juste une forme. Il y a plus profond que ça. Notre jeune à nous, qu'est-ce qu'on lui a préparé pour ne pas être violent? Parce que tout jeune, quelle que soit sa nature, il a cette fougue d'appartenir à la société, de l'exprimer à sa manière. Si on ne canalise pas cette fougue, si on ne canalise pas cette ambition d'appartenir à cette société et de s'exprimer, c'est automatiquement l'anarchie. Aujourd'hui, quand on voit les personnes qui sont dans les terrains qu'on appelle les ultras, ils ont toujours le dos au spectacle. Donc, parce que, comme a dit tout à l'heure, c'est qu'on est en train, justement, de faire le spectacle, mais pas de voir le spectacle. Pourquoi ils se donnent dans le spectacle? Pourquoi attirer l'attention? C'est une détresse, tout simplement. Une détresse parce que, normalement, il y a un vide absolu dans la vie de ces gens-là. Reparlons un peu du rôle du sport dans les écoles. Et on va voir qu'on a carrément abdiqué la SS. Là où s'exprimaient les enfants, qui valorisent. Parce que quand on parle de sport à l'école, c'est pas du sport, c'est de l'éducation physique. Oui. On éduque les gens à comment se comporter face à une discipline qui s'appelle le sport. Secondo, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de musique chez nous. Cet enfant, quand il va à l'école, aujourd'hui, il va vers une seule chose, c'est la violence. Allez-y voir les harcèlements à l'école. Dès l'âge de la maternelle. Tout ça, c'est très significatif et très parlant. Si on veut vraiment parler de la vraie violence, c'est pas dans les terrains, c'est dans la société, c'est dans le profil psychologique de nos jeunes. Il y a une partie de nous qui est née à partir des années 2000, à qui on n'a consacré rien du tout, c'est le vide absolu, c'est le chaos. Et on attend de ces personnes qui ne sont pas canalisées, ces jeunes qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de trajectoire, qui n'ont pas de méthode de mener leur habilité, enfin de mener leur vie à partir de l'acquisition des habilités sociales qu'ils doivent par ailleurs acquérir à l'école, on leur demande de bien se tenir en spectacle. Comment ça se fait? Alors que si on veut remédier à ça, il faut penser à construire l'humain. Et cet humain, est-ce que vraiment on le construit? Est-ce qu'on le connaît? Parce que ça, voilà. Vous avez mené une étude, vous nous donnez un profil type. Non mais c'est vrai, mais est-ce que ça ne devrait pas être institutionnalisé? Ça pose la question, encore une fois, de tout le système pour faire remonter l'information, les suivre, que les dirigeants de clubs soient avec ça, mais ça pose toute la gouvernance du football. Alors j'ai pas mal de questions sur Facebook. On regarde un sujet de Manal Artali, je vous les poserai juste après. Des actes de violence et de vandalisme lors des manifestations sportives. Des agressions physiques et verbales à l'encontre d'un ou de plusieurs individus. Le hooliganisme est l'un des principaux maux du football professionnel. Au Maroc, une trentaine de faits divers liés à ce fléau ont eu lieu en 20 mois. D'ailleurs, aucune ville n'est épargnée. Les affrontements de samedi dernier au stade Mohamed V ne sont pas des cas isolés. Dans le même lieu, le 25 janvier 2015, des supporters ont envahi la rame à l'arrêt tramway de Randi. Ils étaient insensibles aux efforts des policiers qui tentaient de les orienter vers l'extrémité du quai. C'était après le match opposant le Raja au Maghreb de Tétouan. En mars 2015, un homme de près de 50 ans a trouvé la mort dans les violences qui ont opposé des Rajaouis aux fans de l'OCK Khourib
Bourguiba. En mai et novembre 2015, la venue de milliers de supporters du Wydad à Agadir a donné lieu à 2 reprises à une guérilla urbaine de grande ampleur. Et des événements similaires se déroulent depuis plusieurs années. Selon Manuel Comron, le coordinateur du fan coaching de la ville de Liège, le phénomène du hooliganisme est lié à 3 éléments majeurs. Un moment précis, un lieu déterminé et des acteurs connus comme des supporters déclarés de l'une des équipes en compétition. En revanche, ces éléments ne définissent pas toujours les actes de vandalisme au Maroc, car la violence peut être déclenchée en l'absence d'enjeux et de moments précis. Pour certains, le hooliganisme est prôné par des supporters en situation sociale et économique défavorisée, mais les faits démontrent cette idée. En Europe, le phénomène s'est peu à peu propagé parmi les classes aisées. Parmi les causes du fléau, les difficultés matérielles des clubs, le manque d'encadrement des fans et la propagation de la violence, notamment à travers les réseaux sociaux. Pour éradiquer le fléau, les initiatives se multiplient. Au Maroc, les autorités ont lancé début février plusieurs mesures urgentes pour lutter contre la violence dans les stades. Des mesures qui ont montré leurs limites. Depuis la reprise du championnat après la trêve hivernale, plusieurs incidents graves ont secoué le ballon rond national. Ça fait quand même toujours bizarre de regarder une succession d'images comme ça. Je vous vois les regarder avec beaucoup d'attention et c'est vrai que c'est quand même assez choquant. Juste une question de Mohamed, ça nous posera la question aussi de savoir, vous nous avez parlé des profils, mais c'est aussi intéressant de savoir s'il n'y a que dans les ultras, que des jeunes désœuvrés, entre guillemets, qui sont en situation difficile. Est-ce qu'il y a d'autres types de jeunes dans ces mouvements ultra? Mais on a Mohamed qui nous parle des mineurs. Il nous dit, je crois qu'il faut interdire les mineurs non accompagnés d'entrer au stade et fouiller les jeunes supporters à l'entrée. Alors, la mesure est en vigueur. Est-ce que ça fonctionne, c'est vrai, ou c'est absolument pas le cas? En fait, si on revient un peu aux dispositions de la loi 0909, cette loi ne parle pas d'interdiction des mineurs. Oui. Alors, si on doit interdire, on se base sur quel texte? Non, mais il ne faut pas interdire, il faut accompagner plutôt. Bon, déjà, la loi n'en parle pas. Alors maintenant, interdire les mineurs... vous savez, la chose la plus simple à faire, c'est d'opter pour les prohibitions, les interdictions, etc. Mais un mineur non accompagné, est-ce qu'un stade de foot est différent de n'importe quelle autre enceinte de rassemblement? J'imagine que dans n'importe quelle autre enceinte de rassemblement, aucun mineur, ou au moins avec, je sais pas, 16 ans, ou alors un âge minimum, ne peut se rendre. Même dans les ascenseurs, il y a une réglementation pour ne pas laisser des mineurs non accompagnés rentrer. D'aller dans un stade comme le complexe Mohamed V, là, c'est une société dans la société. Oui. Non, la question elle est pertinente. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous voyez les réseaux sociaux, ils sont très actifs. Au niveau de la communication, ils sont très très forts. Regardez ce qu'ils font. C'est eux qui font l'information et la communication. D'ailleurs, la majorité des images qu'on a passées, elles sont signées de ces gens-là. Donc de ce côté-là, ils disposent de moyens intellectuels, d'une intelligence extraordinaire. C'est des gens qui peuvent être créatifs. Oui. Mais malheureusement, ce potentiel créatif est détourné, dépravé. Pourquoi? Parce que quand on est dans un stade, on est dans une pratique qui s'appelle le football, qui est sacralisée avec son idéologie, ses idéologies, avec ses comportements, avec ses identifications, avec beaucoup de choses qui relèvent d'une organisation, je dirais à la limite tribale, pour parler comme les ethnologues. Et vous avez une tribu, la dernière fois c'était 2 tribus opposées qui se font la guerre. Ils portent certainement les mêmes couleurs, mais certains sont torse nus, les autres portent la couleur verte avec le capuchon pour se cacher le visage. Déjà, on se cache le visage, c'est qu'on en veut à l'adversaire. Il faudrait faire attention. On manipule le service d'ordre. Il y a toutes des techniques. C'est des gens qui sont hyper intelligents. La preuve, c'est que finalement, c'est eux qui ont raison. Aujourd'hui, on en parle parce qu'ils ont dominé le stade. Le stade est devenu leur propriété réelle, concrète. Donc, il ne faut pas les mésestimer. Ne pas les mépriser et rester, je suis d'accord avec ça, Brahim, dans le cadre de la légalité. Alors, il y a des gens là qui veulent jeter le bébé avec... Oui, c'est vrai. Alors, la légalité, d'une part. L'interdiction, oui, je veux bien, mais c'est très facile. Encore faut-il qu'on veille sur... Enfin, interdire l'accès du mineur non accompagné au stade. Moi, est-ce que ça s'arrête à ça, justement? Non, justement. Si seulement c'était que le stade. Nous, on parle de la société.
Moi, je veux quand même qu'on parte d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles qu'on a du mal à appliquer. Alors, les articles 26, 31, 33 qui parlent, je dirais, de tous les domaines au niveau desquels ces jeunes, ces adolescents pourraient s'épanouir, en parlant des terrains de proximité, en parlant des jardins publics, en parlant des maisons de jeunes, en parlant d'État. Il n'y a rien de tout ça. Alors donc, redonnons de la crédibilité au quartier, et puis par après interdisant. Et puis, quand des jeunes tentent de s'agglutiner les terrains sans être accompagnés, qu'est-ce qu'on fait? Tu le sais très bien, Blaise. Il y a le fameux commissariat, enfin voilà, on enferme. Il y a même un magistrat aujourd'hui dans les stades. Oui, non, il parle d'autre chose. On enferme les enfants dans une grande salle et, où il n'y a même pas une télévision. Et à la fin du match, on les lâche et figurez-vous, pendant ces 45 minutes ou ces aujourd'hui, on pénalise les parents. Ah ben, il faut pénaliser les parents. Voilà. Ils sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'au niveau textuel, beaucoup de choses sont faites. Oui. On regrette la non-application de ces textes. Bon, moi, je suis pas pour la coercition à 100%, je suis davantage pour l'accompagnement. Parce que c'est des enfants. On ne va pas les lâcher comme ça. On va pas les priver non plus. Ou là, les décapiter, en faire des ennemis. On augmente la frustration. Quelle société, pour quel gamin, quel football, quel terrain, etc. Pourquoi ça se passait autrement, autrefois? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de problème. Mais on prenait le gamin par la main, on le mettait à côté, à la fin, on en était responsable. Comme son père, comme sa maman. Et beaucoup de choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'abandonner ce qu'on appelle l'amateurisme. L'amateurisme qui veut dire l'amour du football au profit du professionnalisme et du business. Et du business. Et c'est ça que ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est ça. C'est bien l'amateurisme. Le dépasser, le développer. Non mais on va pas rentrer dans le complotisme, mais en gros je vous pose la question, même si on se dit c'est que du business, il y a un moment où ça va pas être bon pour le business, même s'il y a... Non mais voilà. Ça l'est déjà. Alors ça veut dire que tout simplement, quand j'ai parlé tout à l'heure des gens qui sont responsables des terrains, et quand j'entends de responsables, j'entends par là et ceux qui en sont directement responsables et ceux qui l'exploitent, à savoir les présidents des clubs. Est-ce qu'on a une notion, quand on gère tout ça, de ce qu'on appelle la citoyenneté? C'est ça le malheur pour nous. Ou est-ce qu'on se résume à un match qui va rapporter tel argent et on va payer telle personne et ça se termine là? C'est quand c'est l'esprit mercantilier qu'on commence à payer les pots cassés. Or, aujourd'hui, toute personne aujourd'hui, même dans l'économie, on parle d'entreprise citoyenne. Pourquoi? Aujourd'hui, ceux qui investissent dans le foot n'ont pas cet esprit. Parce que, voilà, exactement. Alors pourquoi cet esprit n'est pas encore installé? Je ne suis pas contre l'argent, mais par contre, je suis contre le fait de considérer que l'argent. Là, c'est tout, réside tout le problème. Aujourd'hui, on parle de... Ils empêchent l'investissement. Oui. Là, vous êtes en train de parler de l'investissement. Nous, on est pour l'investissement. On est pour le business. Oui. Mais que ça soit un véritable business, organisé, structuré, qui s'applique dans un système qui s'appelle l'économie du football, et qu'on progresse dans le cadre de cette économie. Mais on n'a pas ça. On n'a pas ça, je suis désolé. On est davantage dans des dirigeants capitalistes précaires, si je puis dire. Hein. Donc, c'est brouillant, mais c'est comme ça chez nous. Il faut trouver des concepts, n'est-ce pas, pour les coller à notre réalité spécifique. Hein, spécifique pourquoi? Parce que, en venant ici, quelqu'un m'a dit, mais le mal du football marocain, c'est 1, la politique, 2, le business. Il faut réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont ici dans le football, qui ont squatté le football. C'est une élite, qui vient d'ailleurs, qui n'a pas encore été analysée. On ne sait pas ce que veulent ces gens à travers le football, mais ils tirent leur épingle du jeu dans la mesure où ils se font médiatiser, ils se font connaître au niveau de la société, ils sont petits quand ils arrivent, ils sont grands, et après ils vous diront qu'ils sont bénévoles. Ils sont bénévoles. Alors soit il faut choisir, soit tu es un investisseur capitaliste, et tant mieux, bravo, mets des milliards et gagne des milliards si tu veux, mais ne me dis pas que tu es bénévole. Mais on a les moyens aujourd'hui de faire ces diagnostics-là. Et à un moment, vous n'avez pas besoin on a besoin d'études comme la vôtre. Mais lorsque on va sur Internet et qu'on voit les champs
notamment, et qui sont mises en scène sur des vidéos YouTube, quand je vois des ultras, et quand j'entends une phrase comme Tzine à l'avenir, c'est quand même quelque chose qui est fort. C'est, voilà, ça me rappelle ma Pralina Hamel des frères Bouchnard. C'est-à-dire qu'en gros, là, on pose une question fondamentale, et ça doit interpeller le sociologue. Les slogans des stades, c'est très important. Oui, non mais... Il a absolument raison. Parce que c'est d'une intelligence, là encore, d'une créativité monstre. C'est des poètes, c'est des grands poètes. Non, d'abord la méthode. Une signe à l'avenir, voilà, il n'y a pas message plus clair que ça. Je vais vous choquer un peu dans ma lecture des choses, c'est que il faut faire très attention à donner une certaine légitimité à ces slogans. C'est vrai que ces gens souffrent, mais est-ce que c'est la manière de l'exprimer? C'est en s'entretuant, en recourant à la violence. On sait pertinemment que si on veut arrêter la violence, c'est pas par la violence. L'être humain, quand il a créé les institutions, quand il a pensé la société, quand il a pensé l'humain qu'il est, il a pu développer tout un système qui garantit le développement justement pour atténuer la violence. Et aujourd'hui, si on est en train de valoriser ce que font ces gens-là, c'est qu'on est en train de les encourager. Non, c'est un signe de détresse, mais qu'il faut arrêter. Justement. Mais tu es dans l'obligation aussi de faire un constat. Non, le constat, il est là. On ne le nie pas. Je sais qu'il y a des gens, sociologues, qui ont travaillé sur les slogans. Exactement, oui. Ils en ont tiré des messages. Et la question est très importante à ce niveau-là. Oui. Parce qu'il y a tellement de non-dits dans ces messages. Et c'est la meilleure révélation de la personnalité aujourd'hui de l'ultra à travers ces messages et ce slogan. Il faut seulement savoir les analyser, les lire, et ne pas les renier sous divers prétextes. Que c'est non, une violence. Je ne parle pas de toi, mais d'habitude. Préméditée. La violence préméditée, c'est ça. Oui. À savoir, c'est des jeunes, selon l'étude que vous avez fait déjà, c'est que c'est des jeunes qui sont au chômage, c'est des jeunes illettrés, c'est des jeunes qui s'adonnent à la drogue. Donc c'est une bombe. Pas tous. Non, de ceux qui sont violents. On parle des violents. On parle des... Attention. D'ailleurs, on va répondre à la question de l'auditeur de tout à l'heure. Est-ce que tous les ultras sont des violents? Non, ça c'est sûr. Mais par contre, les violents, ils sont là, et quand ils agissent, les autres se protègent. On ne peut pas aller contre le courant. Et la question qui est intéressante, et c'est là que je vous ai posé tout à l'heure, parce que vous le dites, derrière il y a de la compétence, derrière il y a même de la manipulation, il y a de la manipulation quand même, on le voit bien, parce que quand je suis allé vraiment sur YouTube, moi qui suis pas très foot, mais je suis allé voir sur YouTube, c'est monté, c'est fait avec amateurisme niveau plus, avec un certain professionnalisme, on compose des hymnes, on fait des montages, donc il y a quand même une compétence où on a peut-être on a quoi? On a un business model dans la tête? On essaie de manipuler à d'autres fins? Je sais pas, j'essaie de comprendre aussi de quelle manière. Vous parliez de spontané, vous parliez d'anticiper, quoi, de voulu. Là, on est quand même dans des choses qui sont planifiées. La chose elle est très simple. Il y a des ultras qui vivent que pour ça. C'est leur religion, c'est leur temple, c'est leur vie. Mais comment on les exploite? Qui c'est qui les exploite? Qui c'est qui gagne dans tout? Parce que si on revient au fait... Il y a des chefs, ils sont hiérarchisés. Voilà. Vous avez les chefs, vous avez les sous-chefs, et vous avez la masse. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Non, mais on les connaît. Et comment? On les finance, même. On les finance. Tout à l'heure, vous regardiez, vous en avez reconnu un. Donc, non, mais c'est vrai. Les changements. Il y a des lectures à faire. Les changements, ils te font des pressions et parviennent même à influencer le fonctionnement des comités. Oui. Ils interviennent même à ce niveau-là. Et donc, on les exploite. Vous devez vous souvenir, 2003-2004, la Botola était nulle. Il n'y avait pas de spectacle. Et on avait réussi quand même à commercialiser notre Botola grâce à ces jeunes. Ouais. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'actes de violence, etc. C'était des associations à l'époque. Oui. Non, depuis 2005, c'est des ultras qui... Je les ai vécus. J'étais avec eux dans des bus, on a voyagé, c'était les premiers slogans. Etc. C'était des slogans sympas repris par les Chirac, par les duos, par Khadija Assad, Saadullah, etc. Qu'à l'origine, c'est des jeunes, je dirais, parfois diplômés, c'est des hauts cadres, etc., qui venaient au stade pour produire du spectacle. C'était beau. Ça a contribué à commercialiser justement le spectacle sportif marocain. Mais il faut dire qu'avec le temps, ces ultras, ils ont attiré d'autres jeunes. Et puis, voilà, quand il s'agit de 20 000, 30 000 supporters, etc., le noyau dur finira par perdre les contrôles. Donc c'est un peu ça il y a eu des problèmes de ce genre-là parce qu'il y a eu des bagarres, justement à cause du leadership.
Parce que le leadership, le groupe qui disposait de la sympathie, de l'aide, du soutien du comité contre celui qui refusait d'être dépendant directement du comité. Etc. Vous avez ça. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, il est dans le fait qu'aujourd'hui, ces gens-là accèdent à la gestion d'une grande partie de l'économie des clubs. C'est-à-dire que tout le secteur, on appellera tertiaire pour faciliter le débat, n'est-ce pas? Les équipements, les maillots, ils les vendent, eux, au nom du club. Oui. Et donc ça ramène quand même, ça ramène beaucoup d'argent. Ces histoires-là ne sont pas, c'est pas des naïfs, c'est pas, ils vivent d'eux et ils savent faire pression, des groupes de pression, voilà. Tout en étant des très subtils, très habiles, très intelligents dans le monde du commerce. Alors, en vous écoutant, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une vraie organisation dans ces groupes-là, qu'il y a une structure qu'on connaît, que vous connaissez, et que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'à un moment, quoi, c'est la volonté d'y aller, on peut rentrer à l'intérieur si on connaît ces organisations, que ce soit pour les manipuler à bon escient. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ou on veut le faire ou pas? Seule une seule personne qui puisse faire ça, seule qui puisse les satisfaire, à savoir ceux qui ont un rapport direct avec le foot. Parce que c'est leur univers, c'est leur religion, c'est des fanatiques. Donc si vous voulez leur parler et les manipuler comme vous voulez, vous devez parler le même langage, mais en les exploitant. Alors, on n'a pas parlé... À mon avis, impliquer une gestion rationnelle, véritablement capitaliste. Oui, je dis bien que je peux émettre des réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une gestion avec une entreprise, que le stade devienne réellement, véritablement un lieu de spectacle, avec des stadiers, avec des hôtesses, avec la police qui fasse son travail à son niveau, et il le fait malheureusement aujourd'hui dans des conditions très difficiles, il faut leur rendre hommage. On voit bien, attention, parce que les gens, quand c'est eux, tu vois, les premières victimes à chaque fois qu'il y a, mais on n'en parle pas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est avoir une gestion pour un spectacle footballistique. On ne veut plus de bénévoles. Bénévolat, tu le fais pour les gamins, par exemple, dans la compagnie, qui viennent être bénévoles. On peut leur donner de la peinture pour faire des dessins d'enfants, tu vois, dans le stade. Des stades horribles, avec le ciment noir qu'on subit depuis des années. Même pas un seul poster de l'Arbinmark. Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Ce stade, aujourd'hui, ce complexe, il génère quoi? Il génère la violence à tous les niveaux. C'est un stade violent, dès le départ. Ouais. Tu n'as même pas à parler de comment transcender ces choses-là. Bon. Voilà, moi je crois qu'il faut penser à d'autres formules. Mais ce stade-là, je vous le dis aujourd'hui, j'en assume la responsabilité parce que j'ai déjà dit, quand on m'a dit on se réunit, je me rappelle, on s'est réunis avec des gens qui ont réfléchi, etc. On a applaudi, beaucoup d'interventions, etc. Dimanche, la casse. Ben ça va continuer. Ouais, parce que ce stade ne répond pas aux conditions d'un véritable spectacle footballistique. Ce n'est pas les tourniquets, ce n'est pas les chaises numérotées, etc. qui règlent le problème, nous sommes au Maroc. Est-ce qu'au Maroc, tu peux mettre le prix du ticket à 200 dirhams? Ben, tant qu'on ne le fera pas, on pourra rien. Tu vas éjecter le peuple n'a que ça, que le foot. Donc tant qu'il payera 10 dirhams, 15 dirhams, il y a des risques. On n'a pas entendu. Ouais, on parler de gestion professionnelle. Alors attendez, juste un point. On parle de fanatiques, on parle d'ultra, on n'a pas parlé des joueurs. Et à un moment, il y a les équipes qui sont sur le terrain. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans pour canaliser ces gens-là? Est-ce qu'ils ont encore un pouvoir ou pas? Non, mais au-delà de jouer, il y a des messages. Alors, un joueur, déjà, quand il joue, il fait son travail. C'est extraordinaire parce que c'est ça. Mais on voit bien le rôle des joueurs à l'international, à qui on demande de faire des sorties, à qui on demande de parler aux ultras, aux supporters. Ça, on n'en voit jamais. Parce que c'est ça ce que je voulais dire. Puisqu'il remplit son travail sur le terrain, il faut qu'il le remplisse à l'extérieur du terrain. Et là, il y a tout un travail à faire parce que pour un fanatique de foot, son idole, quand il vient vers lui, il sera apaisé. Donc je parle de ce footballeur qui va vers les écoles, qui va vers les associations, qui va vers là où il y a des activités de jeunes qui représentent. Imaginez quand votre idole rentre à l'improviste dans votre classe. Est-ce que ça va vous apaiser ou pas? Bien sûr, vous le prochez, vous prenez des photos, parce qu'aujourd'hui c'est la jeunesse des photos. Donc, star system. Exactement. Outre que ça, ces joueurs-là, ils peuvent donner des conférences. Tu sais qu'ils l'ont fait par rapport... Il y a Benati, c'est tout à son honneur, qui a envoyé les condoléances justement aux familles des victimes de cette tuerie horrible. Il y a eu d'autres. Il y a eu Babatunde, comme par hasard. Les anglophones africains, ils sont très sensibles à ce genre de pratiques.
Pourquoi? Parce que la tradition anglo-saxonne, footballistique. Mais, moi, quand vous dites mine de rien, vous parlez des joueurs. Les joueurs aujourd'hui, c'est un mercato au Maroc. Ça a été, encore une fois, c'est devenu mercenaire quelque part. Vous avez les agents, vous avez des joueurs qui sont là, pas pour le maillot du club, ça ne veut plus rien dire. Ils sont là davantage pour leurs intérêts. Je les blâme pas. C'est normal, c'est la loi du marché. Je suis là, je dois jouer pendant 5, 6 ans, 10 ans au maximum pour ma carrière, eh ben j'en tirerai le maximum. Donc lui, il est là, s'il peut gagner plus ailleurs, bah, il a la tête ailleurs. Si ça marche, tant mieux, il est là. Si ça marche pas. Bon, maintenant, Star System chez nous, une star qui s'implique dans le sociétal, hein, qui va voir dans les orphelinats qui financent. Il y en a qui le font. L'Arabie l'a fait à Marrakech. Là, il est arrivé, il est allé dans une école qui porte son nom. C'est très bien des gestes comme ça. Mais c'est pas suffisant, malheureusement, chez nous, avec ce système qu'on appelle non pas marketing, mais morocoting. Hein, en fait, on faisait ça avec Basser en particulier, Boudebala, mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une crise de stars? Alors, donnez-moi un nom d'une célébrité qui soit capable aujourd'hui de remplir cette fonction. Et puis, il faut peut-être repenser même l'approche communicationnelle, parce que à chaque fois qu'il est question de communication, de sensibilisation, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Bon, on cite des hôtels 5 étoiles qui sont inaccessibles à ces jeunes pour parler de tout et de rien, alors ces jeunes qui n'ont pas été associés à la réflexion justement pour promulguer ou avant promulguer des lois, alors ils ont été écartés tout récemment quand on a mijoté, je dirais, quelques solutions que je qualifie personnellement de bricolage. Et puis, voilà, quand on communique sans que ces jeunes ne soient, encore une fois, impliqués. Puisque toute approche, je dirais, destinée à éradiquer la violence, ou je dirais atténuer la violence et le vandalisme dans les stades, ne peut pas se concevoir sans se concerter en réalité avec ces jeunes. Ils sont l'acteur ou un acteur principal qu'il faut pas... L'acteur principal, c'est peut-être eux. Si on sait les valoriser pour en tirer des choses positives, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu as raison, mais nous sommes dans un football précarisé. Ça, il faut le dire, parce que à force de constater, on a été les spectateurs de ce système. Et à chaque fois, il a foiré pour donner malheureusement ce qu'on a vécu, ce qu'on regrette. Mais je suis désolé, vous avez des clubs fermés avec 50 adhérents maximum qui font un club. Mais alors là, on a balancé les joueurs qui autrefois votaient, tu vois, pour mettre un système rationné. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on réforme le système pour mettre les futurs dirigeants dans ces structures et permettre justement d'avoir un maximum de monde et démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, oui, les plus grands clubs sont dirigés par 50 personnes. Alors quand Si Moustapha Al-Khalfi nous dit que le drame de samedi, je cite, réduit à néant tous les efforts fournis jusque-là pour encadrer le déroulement des matchs, pour lui, il devient impératif de renforcer les mesures sécuritaires. Car il s'agit... Attendez, non mais je lis jusqu'au bout, après je vous dis, est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite? Non mais bien sûr. Car il s'agit pour lui d'un acte criminel organisé et il nous dit, je cite, il faut bannir toute tolérance avec les acteurs de ce genre d'agissement. Bon, on voit bien que, est-ce qu'on on prend pas encore conscience du problème périphérique? Moi, je réplique par rapport à Sel Khelfi en tant que porte-parole du gouvernement. Je pense que cette formule, voilà, qui nous a balancé lundi, et il intervient en retard parce que le match il s'est déroulé quand même samedi. Où est-ce qu'il était samedi soir? Où est-ce qu'il était dimanche? Où est-ce qu'il était? Non. Ça montre que notre gouvernement ne s'y connaît pas en football, notre gouvernement ne s'y connaît pas en sport, et ils attendent la dernière minute pour nous dire du n'importe quoi, pour lancer des thèses qui n'ont aucune crédibilité. Le football marocain est orphelin de ses politiques et de ses intellectuels, et de ses artistes, j'ajouterais même. Oui. Malheureusement, on a laissé très longtemps le football à des gens qui peut-être n'ont pas les capacités, je suis gentil, tu vois, pour ne pas les accabler, ne serait-ce que parce qu'ils y sont, tu ne vois pas. Mais malheureusement, ceux qui devraient s'impliquer dans le sport-spectacle, Albert Camus s'est impliqué dans le football. Et vous vous rappelez, la meilleure morale que je connaisse, je la dois au football. C'est un gardien de but, Albert Camus, un prix Nobel. Là, quand M. Khelfi se met à parler de manière coercitive, je suis désolé, lui qui a été un moment opposant dans les libertés, c'était... Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile. Je ne dis pas... Moi, je ne veux pas légitimer la violence. Mais je dis, tant qu'on pourra
être éducatif, éducateur à l'égard des enfants, cette population qui va jeter l'opprobre sur ces gens-là. Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont misérables, ils viennent de quartier pauvre, pieds nus. Mais c'est quoi ça? Non. Il faut les éduquer, il y a des moyens. La question, aujourd'hui, si vous permettez, est-ce que ce sont nos enfants ou pas? Est-ce que c'est le produit de notre société ou pas? Donc, quelque part, pourquoi vous dites que c'est un crime organisé? Alors, pourquoi ils disent que c'est un crime organisé? C'est justement... Voilà, ils sont tombés du ciel. S'il vous plaît, est-ce qu'on pose... Non mais, en sortant des propos de Mostafa Khalfi, est-ce que, même par rapport à la perception des gens, lorsque vous voyez la réaction des gens sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un thermomètre assez intéressant, je vais vous poser une question qui peut être abrupte. C'est vrai qu'on a l'impression que les gens ne considèrent pas, je parlais de la perception tout à l'heure, ces ultras, comme ces jeunes qui vont au stade, comme étant des Marocains. On a l'impression que c'est ça. C'est dur, c'est abrupt, mais on a l'impression que c'est ça. Enfin, c'est l'analyse que je fais en lisant ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quand même... C'est choquant, mais ça fait mal. Non, écoutez, c'est une impression, justement parce qu'ils ont fait l'amalgame entre le mot ultra, qui nous vient de l'étranger, et le fait que ces jeunes-là deviennent plus ou moins violents. Donc, puisque on ne peut pas accepter la violence, on caque cette étiquette comme quoi ils ne sont pas marocains. Ça, c'est une erreur d'analyse. Nous, ce sont nos jeunes, ce sont nos Marocains. Et si jamais ils ont adopté la voie de l'ultra, c'est pour s'exprimer, parce qu'on ne leur a pas donné la voie pour s'exprimer qui est éducative. Un jeune qui a envie de vivre, il a besoin de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on lui a proposé pour s'exprimer? Rien. C'est l'occasion de rêve, avec ses propres moyens, pour y arriver et pour attirer l'attention sur lui. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme, mais aussi c'est vrai, c'est pas la manière. Quelque part, il faut chercher la solution en revoyant un peu le statut du jeune chez nous. Qu'est-ce qu'on a préparé? C'est une réaction, à mon avis, de désespoir et de méconnaissance du stade. Et quand on a des propos comme ça, on devrait faire attention. Respecter le foot, c'est se revendiquer de ces gens-là. C'est mon cas. Moi, j'ai vécu dans les stades. Et si je dois remercier quelque chose pour m'avoir fait tel que je suis, c'est bien le football. Avec ces gens qui sont bons, qui sont pas bons, qui sont mauvais, qui sont... Bon, aujourd'hui, la problématique de fond, il y a des choses qui sont faites. Problème de communication, à propos de tout ce qui est fait. En gazon les stades, on est en train de faire des tas de choses, on veut rationaliser la gestion, on veut impliquer des tas de choses très très belles, très belles en théorie du moins. Mais est-ce qu'on a les hommes pour travailler? Non, je ne crois pas. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est impliquer le maximum de jeunes dans des projets footballistiques. Et ça, c'est pas démagogique, moi je suis pas politicien. Par exemple, la gestion d'un stade. Mais allez-y, formez des stadiers parmi ces jeunes, au lieu d'en faire des gens qui viennent pour faire une animation qui ne les regarde pas finalement. Parce que quoi? On veut faire l'animation parallèle dans une animation footballistique. Montrez-moi un seul stade où on fasse ça. Deuxièmement, est-ce que vous avez jamais vu une équipe de football marocaine, chez nous, rentrer avec des enfants à la main? Je me pose une question mais alors là, élémentaire. Vous avez jamais vu ça? Des gamins rentrer avec les joueurs dans un stade. Et après, on dit ces gamins, ils sont pas accompagnés. Mais il faut les accompagner comme ça aussi. Il faut les valoriser, les gamins. Bon, moi, je vous accompagne vers la fin de l'émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Ce soir, nous étions en direct. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre comment fonctionnaient ces ultras. Merci. Excellente soirée sur Média TV et la rediffusion à 22h40 si vous avez pris en route. À demain.